Alors, c'est quoi que tu appelles un gros deal? Parce qu'un gros deal pour toi n'est pas forcément le même pour un autre. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, un gros deal, dès qu'on touche à des 100, 200, 500 millions et bien évidemment dans les milliards, le dernier deal que j'ai eu le plaisir et le privilège de closer, on parle d'un capex de 25 milliards de dollars. Donc, plus grand D'accord. deal en Afrique de l'Ouest, en Guinée, dans le secteur des mines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gros deal, par exemple. D'accord, ok. Effectivement, ouais, c'est un beau deal, ouais. Ouais, on l'oublie parfois, mais le métier d'avocat, c'est aussi un métier d'entrepreneur. Tu dois aller chercher des nouveaux clients, tu dois te Ouais. marketer, tu dois faire en sorte que tu es toujours à l'avant-garde, tu dois regarder qu'est-ce qui se fait de nouveau, tu dois essayer toujours d'être en avance, entre guillemets, par rapport aux autres, et tu dois développer. Tu vas être côté État pour pouvoir les aider déjà en amont à bien se structurer, à réfléchir exactement ce qu'ils ont envie, à défendre les meilleurs intérêts de l'État et au final défendre les meilleurs intérêts de la population en fait. Parce que lorsqu'on est dans les mines ou l'énergie, à la base, pourquoi on fait ça? C'est pour le développement du pays. Écoute, le risque il est là, mais comme on dit, high risk, high rewards aussi, tu vois. Donc plus tu prends, je veux dire, faire des projets avec un retour sur l'investissement élevé. Et à un moment donné, tu as le ministre, tu sais, qui me regarde et qui me dit j'en ai marre, j'étais côté État, qui ouvre son ordi, tu vois, et qui met We Are the Champion, tu sais, qui met la musique. On est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, ça a fait rigoler tout le monde. Ça a détendu l'atmosphère. Ouais. Et il était là. Et le pire, c'est qu'il chantait. Mais tu sais, il chantait avec son accent, tu sais. Oui, We Are the Champion, tu sais. Pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il adore, c'était sa musique préférée, je sais pas. Et d'un coup comme ça. Et là, on est là, on se regarde, tu sais. Et là, c'est... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme. Aujourd'hui, on va parler M&A et principalement dans les ressources naturelles. Et je reçois Youssef Fishtali, spécialisé dans ce domaine-là. Avec lui, on va découvrir un monde qu'on connaît absolument pas. On va parler mines, on va parler ressources naturelles et on va parler de comment on fait un deal. Et vous allez voir que ce métier se rapproche plus d'un ambassadeur que réellement d'avocat d'affaires. C'est celui qui va parler au CEO, qui va être proche des ministres, et qui va être aussi le psychologue, le stratège, qui va faire qu'en fait, il va mettre tout le monde d'accord et qui va gérer en fait les tensions pour les rendre très calmes afin que le deal se fasse. Canada, Moyen-Orient, Afrique, il voyage beaucoup. Son métier est plus proche d'Indiana Jones que de James Bond. Donc on va découvrir ça avec lui aujourd'hui. Youssef Fishtali, bonjour et bienvenue. Merci Nafoel. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Donc je te connais un peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où tu viens et qui tu es? Déjà, merci beaucoup Naufel. Youssef Fishtali, avocat donc, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Avocat spécialisé dans le secteur des ressources naturelles, de l'énergie, des mines, des grands projets d'infrastructure. J'ai démarré ma pratique au Canada en 2011. J'ai travaillé pour un cabinet canadien et puis depuis 4 ans installé à Dubaï. Et donc je continue exactement le même métier, mais j'ai migré vers là où ça se passe, j'ai envie de dire. D'accord. Ça a été comment le move du Canada à Dubaï? Écoute, ça a été, dans les faits, ça a été... Bon, déjà, il y a la température qui change, évidemment. Un peu, ouais. Enfin, il y a juste un signe, c'est plus et moins, c'est ça. Hein. Exactement. Mais j'ai envie de te dire que la pratique en tant que telle, elle est différente quand même. Elle est différente parce qu'au Canada, je travaillais beaucoup plus avec des sociétés minières qui faisaient beaucoup d'acquisitions dans les pays émergents, en Amérique latine, en Afrique. Ici, on travaille beaucoup plus avec des fonds souverains, sur des gros tickets, des grosses deals, des grosses transactions. Et à ce niveau-là, ça change un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, une décision peut se prendre à Riyad et qui peut avoir comme conséquence d'électrifier toute une partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'effet papillon, ouais. Ah non, complètement. En fait, c'est des gros tickets. Il y a beaucoup on appelle G2G, donc Government to Government. Okay. Donc l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, par exemple, vont faire des ententes avec des pays. Et puis après, tous les deals cascades.
Alors, c'est quoi que tu appelles un gros deal? Puisque un gros deal pour toi n'est pas forcément le même pour un autre. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, un gros deal, dès qu'on touche à des 100, 200, 500 millions et bien évidemment dans les milliards, le dernier deal que j'ai eu le plaisir et le privilège de closer, on parle d'un capex de 25 milliards de dollars. Donc, plus grand D'accord, deal en Afrique de l'Ouest, en Guinée, dans le secteur des mines. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gros deal, par exemple. d'accord, ok. Effectivement, c'est un beau deal, ouais. Ouais, Ça ouais. pourrait aider le PIB de la France. La dette, mais c'est pas grave. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur avant de parler des mines, le métier d'avocat d'affaires. Il est très méconnu et les gens vont avoir tendance à associer ce métier-là à plus du droit et du rédactionnel. Mais c'est toujours du droit et c'est toujours du rédactionnel. Sauf que on est bien loin de la série Suits ou The Wolf of Wall Street, tu vois, où un deal se signe entre deux cappuccinos. En tout cas, dans ma C'est réalité pas à moi, ça. on est très loin. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais non, mais la réalité, c'est qu'un avocat d'affaires reste un avocat. Évidemment, rédige des contrats, est impliqué dans la structuration des deals. C'est des longues heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de négociations. Mais c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, lorsqu'on est un avocat de projet dans les mines, dans l'énergie, dans les ressources naturelles, il y a aussi une composante humaine, une composante de voyage, une composante d'aller sur place, puisque les choses se font sur place, ne se font pas dans ta tour d'ivoire à la Défense ou à Wall Street. Donc évidemment, la composante de droit ne change pas. Mais il y a une composante, j'ai envie de dire, tout autour, ça change par contre. D'accord. Ouais, Et si tu devais faire, tu vois, par pourcentage, ouais. ce qui est vraiment, on va dire, du relationnel, du droit, du juridique, c'est quoi la plus grande partie, tu vois, qui va représenter en fait la plus grande partie de ton travail? Écoute, tu sais, on l'oublie parfois, mais le métier d'avocat, c'est aussi un métier d'entrepreneur. Tu dois aller chercher des nouveaux clients, tu dois te Ouais. marketer, tu dois faire en sorte que tu es toujours à l'avant-garde, tu dois regarder qu'est-ce qui se fait de nouveau, tu dois essayer toujours d'être en avance, entre guillemets, par rapport aux autres, et tu dois développer. Et ça, c'est des longues heures, c'est pas des choses que tu peux facturer, c'est des longues heures que tu vas devoir passer dans des cocktails, dans des voyages, dans des conférences. Tu vas devoir donner des conférences aussi pour te faire connaître. Il y a plusieurs approches. Chaque avocat est différent. Il n'y a pas une approche linéaire. Oui, ok. Tu as des avocats qui sont jamais allés dans un cocktail, qui n'ont jamais participé à une conférence, mais c'est uniquement du bouche à oreille. Ils sont connus, leur réputation n'est plus à faire. T'en as d'autres, eh ben, ils doivent en faire un peu plus parce qu'ils sont peut-être moins connus. T'en as d'autres, c'est un peu une combinaison des deux. Ça dépend. Mais je te dirais qu'en termes de pourcentage, écoute, ça va dépendre. Mais par exemple, sur la dernière année, j'étais à peu près 30 à 40% du temps dans l'avion et en déplacement. Donc, tu n'as pas le choix D'accord. que d'aller sur place, tu n'as pas le choix que de négocier. Mais après, c'est vraiment très, très particulier à ma pratique. La pratique en project, en projet, en développement de projet, Elle est différente, ouais. elle est différente que d'un avocat typique, disons, en M&A, qui va faire du transactionnel dans la région, qui va pas nécessairement beaucoup se déplacer. Puis je parle même pas d'un avocat qui va faire du droit du travail ou Oui, ça a rien à un voir, type de ouais. droit un peu plus local. Ça, c'est très différent. C'est cette particularité que je voulais voir. Ouais. Ce monde-là, des Ouais. mines, des ressources naturelles. Ouais. Comment tu y es arrivé? C'est une passion à la base? Parce que, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même Monsieur Mine sur la planète Ouais, dans je notre sais. podcast aujourd'hui. Ouais. Comment tu as fait pour y Merci. arriver? Écoute, bah, Monsieur Mine, j'apprends encore. De toute façon, quand on est avocat, on continue à apprendre. Mais c'est vrai que j'ai été formé dans les meilleurs endroits. J'ai commencé au sein d'un grand cabinet canadien qui se présente comme étant le cabinet dans les mines un des plus importants, en tout cas dans le monde. Et j'ai eu le plaisir et la chance, j'ai envie de dire, de travailler avec les plus grandes sociétés minières de la planète. Mais pas que les sociétés, avec les gouvernements aussi, puis je vais en parler. Comment je suis tombé là-dessus? Comment j'ai atterri là-dedans? Écoute, j'ai un concours de circonstances. D'accord. En fait, tu sais, j'ai commencé par des études en finance dans une école de commerce à Montréal. J'ai travaillé dans l'aéronautique, mais bon, j'ai gradué en finance en 2008. Donc, je ne sais pas si tu te souviens ce que c'est l'époque de 2008, Oui, mais à la oui. télé, on voyait Ouais. les gars qui sortaient avec leur carton de Lehman Brothers. Tu Exactement, vois, ouais. donc, ce n'était pas vraiment le bon moment. Donc, vite, finance des marchés, j'ai bifurqué vers la finance corpo. Travaillé pendant 4 ans dans l'industrie de l'aéronautique. Et puis après, tu sais, il me manquait quelque chose. Tu sais, je me voyais déjà dans 10 ans, 15 ans, avec un break, un chien à l'arrière, 3 gamins, et vivre en banlieue de Montréal. Je me suis dit, il y a un truc qui ne fonctionne Ouais. pas, tu vois.
Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être diplomate. J'ai toujours aimé les relations diplomatiques, les relations internationales, la géopolitique. Tu sais, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je connais toutes les capitales dans le monde, ou presque, quoi, tu vois. Enfin, j'ai toujours été passionné par ça. J'ai la chance de parler plusieurs langues. Et j'ai toujours, j'ai toujours aimé, depuis le lycée, je lis la presse dans plusieurs langues. Tu sais, c'est le truc qui me... Ouais. Je jouais moins en jeux vidéo et je passais plus de temps à faire ça, tu vois. Ouais. Okay. Et donc, à un moment donné, tu sais, j'en discutais un peu avec mes parents. Ils m'ont dit, mais vraiment, tu devrais faire du droit, quoi, tu vois. Enfin, regarde, les hommes politiques, les diplomates, il y a beaucoup de gens qui ont un background en droit. Et donc, j'ai commencé le droit. Mais en commençant le droit, tu sais, ça faisait déjà quelques temps que je travaillais. Et donc là, j'arrête de bosser dans l'aéronautique. Je reprends mes études. Et là, je me dis, bon, tu sais, à Montréal, tu as 3 heures de cours de droit par jour. Et là, tu te dis, bon, tu as beaucoup de temps libre. Puis, comme tu peux le voir, la muscu, c'est pas mon fort. Donc, il fallait que je trouve des choses pour m'occuper. Et donc là, j'envoie un email au top 10 des grands cabinets d'avocats au Canada. Et il y en a un seul qui me rappelle, celui où j'ai passé presque 11 ans de ma vie professionnelle. Et il s'avère qu'en intégrant, tu sais, les mecs qui me disent, bon, bah, qu'est-ce que tu sais faire ? Pas grand-chose, mais par contre, voilà, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai grandi au Maroc, j'ai passé beaucoup de temps en France, j'ai vécu au Mexique, je connais bien l'Afrique de l'Ouest pour toutes sortes de raisons. Et donc, c'est très bien, nous, on fait beaucoup de mines. Est-ce que tu serais intéressé à faire un peu de développement des affaires pour nous ? Je fais ouais. Et puis, quelques jours plus tard, l'associé directeur me dit, j'aimerais bien en fait un conseiller Afrique. On essaie de se développer, super. On veut devenir le plus africain des cabinets canadiens. Et donc, je commence à travailler avec lui. Et puis là, je commence à parcourir en fait le continent. Je fais plusieurs pays. On va à la Banque africaine de développement. On va à Washington, à la Banque mondiale, pour comprendre un petit peu comment fonctionne le financement dans les ressources naturelles. Donc, je me retrouve là-dedans un petit peu par hasard. Et donc, je travaille pendant à peu près 5 ans en faisant ce métier, tu vois, de un petit peu de développement des affaires, un peu de stratégie. On rachète un cabinet en Afrique du Sud. Et donc là, je suis en plein dedans. Et au bout de 5 ans, en parallèle, je fais mes études donc, de droit, je passe mon barreau, et là, le fit est tout naturel de continuer dans le secteur des ressources naturelles et dans l'énergie. Vu que je commence un petit peu à comprendre le marché, je commence à comprendre un petit peu l'industrie, le secteur d'activité, et donc là, je continue un petit peu dans ce créneau sans me poser trop de questions. C'est comme ça que je me retrouve là-dedans. C'est super intéressant comme parcours, et puis ça permettait de répondre à ce besoin-là. On va le voir par la suite de diplomatie. Alors, ce travail d'avocat d'affaires dans les mines, donc en fait, toi, là, tu fais des deals entre qui et qui ? Donc, entre un pays qui vend une ressource minière, c'est quoi ? C'est B2G ou J2G, comme tu l'expliques ? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails ? Oui, bien sûr. En fait, quand tu es avocat dans les mines ou dans l'énergie, il va y avoir 2 choses, enfin 3 choses peut-être. La première, c'est tu vas travailler, tes clients vont être des sociétés. Donc des compagnies minières, des compagnies dans l'énergie qui souhaitent développer un projet, qui souhaitent faire l'acquisition d'un projet, qui souhaitent faire l'acquisition d'une autre entreprise, qui souhaitent... donc tu vas vraiment être l'avocat de ces sociétés-là. Parfois, tu vas être côté prêteur. Donc tu vas travailler avec des banques commerciales, avec des DFIs, donc la Banque africaine de développement, la BERD en Europe, avec la SFI par exemple, le bras investisseur de la Banque mondiale. Donc tu vas travailler plutôt du côté prêteur. Tes clients vont être les prêteurs. Et c'est toi qui vas structurer le financement du projet. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des capex énormes et donc ça nécessite beaucoup de financement. Et souvent, la société ne va pas être en mesure, pour toutes sortes de raisons, de se financer sur ses deniers personnels. Ou bien, parfois, tu vas être côté État. Et j'adore ce rôle-là. Donc, côté État, tu vas représenter l'État ou l'agence gouvernementale. Et en face de toi, tu vas voir les développeurs, les sociétés, tu vas voir les banques. Et donc, toi, tu vas être... je ne vais pas dire du bon côté de la clôture, mais en tout cas, tu vas être du côté donc, public,
du côté de l'État, tu vas conseiller l'État, tu vas parfois même être impliqué dans l'initiation de certaines lois et règlements pour pouvoir cadrer le projet. Tu vas être côté État pour pouvoir les aider déjà en amont à bien se structurer, à réfléchir exactement ce qu'ils ont envie, à défendre les meilleurs intérêts de l'État et au final défendre les meilleurs intérêts de la population en fait. Parce que lorsqu'on est dans la mine ou l'énergie, à la base, pourquoi on fait ça ? C'est pour le développement du pays. Aujourd'hui, sans électricité, comment un État peut fonctionner, comment les hôpitaux peuvent fonctionner, comment on peut être souverain au niveau de sa data, comment on peut, tu vois... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Les applications sont juste illimitées. Et comment tu fais pour trouver le juste équilibre entre un bon deal et les intérêts de l'État ? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Je te dirais que dans chaque transaction, dans chaque projet, ça va être différent. Lorsque tu es du côté État, là, tu vas te mettre en mode Robin des Bois. Comment je vais faire pour distribuer le maximum de richesses, pour qu'il y ait le maximum d'impact le plus rapidement possible, comment on va réussir à maximiser le contenu local, comment on va réussir à avoir les impacts les plus tangibles rapidement. Pourquoi ? Parce que souvent, tu vas t'inscrire dans une dynamique où ton client, il y a des élections qui approchent, il faut qu'il montre rapidement un résultat. Parce que, tu vois, donc il y a vraiment tu mets une casquette qui est complètement différente. Quand tu vas être du côté sponsor, forcément, tu as des actionnaires, tu es une société parfois listée, tu dois rendre compte à des actionnaires, tu dois faire du reporting, rapidement, tu dois maximiser la valeur. Tu ne vas pas faire un projet s'il n'y a pas un certain retour, tu vois, de 15, 16, 17% idéalement, tu vois, sur le projet. Donc, évidemment, au fil du temps, après, l'avocat, il a sa marque j'ai envie de dire, pas sa marque de commerce, mais moi, que je sois côté État ou que je sois du côté sponsor, j'ai toujours eu le maximum, les intérêts du pays dans lequel je travaille. Et tu sais quoi ? Ça a toujours servi mes clients. Donc, si tu y vas en mode, je me souviens d'un projet quand j'étais encore étudiant, on travaillait pour une société canadienne qui devait construire un barrage hydroélectrique au Cameroun. Lorsque le barrage hydroélectrique a été construit, a été livré, on s'est rendu compte en fait que tout autour du barrage, les villages n'avaient toujours pas d'électricité. Okay. Et là, tu te dis, mais attends, tu ne peux pas continuer à faire des projets comme ça. Et Dieu merci, maintenant, les choses sont en train de changer. Les DFIs, les banques multilatérales ont de plus en plus de requirements, de prérequis, en fait, tu vois. Et donc, ça ne se fait plus. Mais c'est vrai que parfois, t'en as qui vont venir un petit peu en mode cow-boy, qui vont faire un projet et qui ne va pas nécessairement être bénéfique pour les communautés locales. Puis ça, c'est plus possible. Des fois, ça arrive encore, mais ça, voilà. Donc, je te dirais que l'intérêt balancé, c'est aussi à toi à le suggérer à ton client. Tu sais, je me souviens de ce barrage hydroélectrique Belo Monte au Brésil. Financièrement, c'était top. Techniquement, c'était parfait. Ça allait être le 3e plus grand barrage hydroélectrique au monde. Mais le projet ne s'est jamais fait parce que, à l'époque, je ne sais pas si depuis il a été repris, mais la licence sociale n'a jamais été atteinte. On ne s'est jamais préoccupé des pêcheurs aux alentours, des agriculteurs. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et tout ça, un projet, il peut être nickel, il peut être parfait sur papier. Mais il suffit que tu aies une ONG, que tu aies des habitants qui crient un peu trop fort, et tant mieux. Le projet, il ira jamais. Et ça, je l'ai vécu aussi avec des communautés Innu dans le nord du Canada, par exemple, sur des projets miniers. Il y a des projets qui ont été bloqués parce que les communautés locales n'avaient pas été consultées. Donc aujourd'hui, toi, en tant qu'avocat, et tu parlais tout à l'heure de psychologue, d'ambassadeur, c'est à toi aussi, parfois, à éduquer ton client. Les grandes sociétés de ce monde, listées et tout ça, elles sont déjà éduquées, elles ont des départements d'environnement, de RSE, de ultra méga sophistiqués qui parfois même en font, j'ai pas envie de dire en font trop parce qu'on n'en fait jamais assez, mais ils sont déjà hyper en avance. Sensibilisés là-dessus. Parfois c'est un peu trop théorique. Et parfois moi quand je suis côté État, tu vois, je me dis bon écoutez, il faut qu'on accouche aussi, il faut que le projet il se fasse. Sûr, donc, tu sais, des fois, tu as un oiseau migrateur, tu sais, qui... tout le projet, tu vois, va pas se faire parce que tu as une espèce qui passe de janvier à mars. Et là, tu vois, donc, il faut trouver un juste milieu. Et parfois, c'est pas évident. Parce que il faut réussir
à balancer l'équation entre il faut qu'on fasse le projet, il faut qu'il y ait des retombées sur le pays, il faut qu'on maximise pour les actionnaires de la société, Ouais. il faut que ça aille vite dans le respect de l'environnement, avec une maximisation du contenu local. On peut en parler aussi, mais quand tu travailles en Afrique de l'Ouest, souvent tu as des intérêts chinois qui vont être là et le contenu local ne va pas nécessairement être maximisé comme il devrait être maximisé. La matrice de risque et de maximisation, elle ne va pas nécessairement être la même qu'une société australienne ou canadienne. Tu sais, c'est pas que je fais une différence entre les pays, Non, mais la réalité du terrain, c'est la réalité du exactement. terrain. Quand tu arrives dans un pays en Afrique de l'Ouest et que tu vois le camp de travailleurs chinois, tout est écrit en chinois, les mecs ils ramènent même leur canne de thon, leur bouffe, tout est... Enfin, je te dis, mais les mecs ils font quoi comme maximisation sur le pays, tu vois? C'est même la Oui. voiture qu'ils te prêtent pour te balader, elle est chinoise, quoi, tu vois, ouais. ils l'appellent drapeau rouge. C'est vrai que tu vois très peu de qu'est-ce qui est laissé et ça me fait d'ailleurs ça me fait enfin ça m'amène à mon autre question, c'est tu vois une tendance si par exemple en Afrique que je trouve très bien. Mais tu vois, c'est la perception entre les civils, on va dire, et les gouvernements. Tu as des mots politiques qui sont c'est notre or, c'est nos mines, c'est notre cobalt, c'est nos ressources naturelles. Donc tu as ce protectionnisme qui est vachement bien pour éviter que des gens profitent d'eux. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a aussi, ok, il faut que quelqu'un les exploite et crée de la valeur. Donc comment en fait tu fais pour créer ce parallèle? Parce que c'est un vrai travail de géopolitique. Tu as les choses qui sont imperceptibles mais peuvent être deal breakers. Tu as cette position de non, c'est notre or, mais en même temps, il faut faire le deal et laisser l'exploitation. Ouais. Et aussi, après, de l'autre côté, il faut quand même qu'il y ait un business plan qui tourne pour l'investisseur. Et on parle en fait pour lui de zone d'investissement de quoi? C'est 15, 20, 25 ans. Absolument. Donc, ce n'est pas un retour immédiat au bout d'un an. Absolument. Comment tu fais pour jouer là-dessus? Ben, écoute, déjà, si on en revient un petit peu au droit, déjà, il faut que le cadre législatif et réglementaire soit balancé. Quand je vois par exemple les codes miniers, tu sais, au début, les premiers codes miniers, c'était super investor friendly, juste venez, investissez, puis il n'y avait quasiment aucun impact. Puis au fil du temps, tu vois, les codes ont été amendés, sont devenus des fois même à l'autre extrême, après ont dû revenir un petit peu à une position un petit peu plus balancée. Déjà, il faut que le cadre législatif et réglementaire soit investor friendly, que les gens puissent venir et se dire, bon, ben, ça fait du sens d'investir ici, parce qu'il ne faut pas que l'État oublie non plus. L'État est en compétition avec plein d'autres États de la sous-région. Tu sais, on n'a pas découpé, le découpage de l'Afrique, c'est pas fait en fonction de, bon, on va mettre le cuivre là-bas, on va mettre le cobalt là-bas, on va mettre l'or pour... Non, le découpage, il s'est fait, bon, ça c'est un autre débat dans lequel je rentrerai pas ici, mais il s'est fait un petit peu, bon, tu vois, allez, on trace... Entre copains. Entre copains, disons, voilà. Et donc, si tu veux, parce que les États doivent comprendre qu'ils sont en compétition, non seulement avec la sous-région, mais ils sont en compétition aussi avec le monde. Aujourd'hui, une grande société minière, elle peut investir en Indonésie, elle peut investir au Pérou ou elle peut investir en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas nécessairement mariée à un pays. Exactement. Et donc, elle va aller là où la juridiction va être déjà stable. Elle va aller, et la juridiction stable, c'est pas valable uniquement pour les pays en voie de développement. Je vois par exemple le Québec, là où j'ai pratiqué pendant quelques années. Il y a un classement, tu vois, qui se fait chaque année de l'Institut Fraser, où chaque 2 ans, le Québec était à la 4e position en termes de juridiction minière. Dans le dernier classement, on est descendu à la 23e position. Overnight. On parle d'un endroit dans le monde qui est ultra, ultra dépendant aux ressources naturelles. Le Québec, c'est le 4e producteur d'énergie propre au monde avec l'hydroélectricité. C'est super, super, super riche en termes de minerais. Ben, comment des mauvaises décisions politiques, un mauvais cadre législatif, des amendements qui ne sont pas vraiment, et un climat qui va être véhiculé, tu vois. Et tout à coup, les investisseurs vont dire « Wow, j'arrête, j'y vais pas, j'y mets plus les pieds. C'est compliqué, on n'aura pas le projet, ça va prendre du temps. » Tu vois. Donc, c'est valable pour l'Afrique ou pour l'Amérique latine ou pour n'importe quel pays émergent, mais c'est valable pour n'importe quel pays plus largement. Donc, ça va être une combinaison de comment va être le cadre légal, mais ça va être une combinaison aussi de la conjoncture économique. Moi, je me souviens d'un premier deal que j'ai fait en tant que jeune avocat. C'était un projet dans le fer
dans le Québec où une société australienne avait investi, je pense, c'était 4 milliards ou 4,5 milliards pour développer le projet. 18 mois plus tard, le prix de la tonne de fer avait été divisé par 6 ou par 7. Je ne me souviens plus, ou par 5. Je ne me souviens plus exactement du facteur, mais ils ont dû vendre. Et là, le projet de 4 milliards s'est vendu à 18 millions de dollars. Pratiquement 18 mois ou moins de 2 ans par la suite. Ça fait compliqué, ouais. Pourquoi ? Parce que l'économique qui sous-tend le projet n'était plus là. Et c'est là où l'avocat d'affaires dans le projet est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, ce sont des projets qui vont se faire sur 15 ans, sur 20 ans, 25 ans, parfois même 30 ans, sur la durée de la concession. La durée de la concession minière ou la durée du contrat d'achat d'électricité ou peu importe. Aujourd'hui, les décisions qu'une société va prendre sur la base d'un modèle financier, dans 18 mois, il va y avoir une guerre quelque part, il va y avoir des pirates dans un détroit, machin. Le prix des modules de panneaux solaires va doubler ou tripler. Ouais. Et donc, l'économique que tu auras considéré pour faire le projet ne va plus être bancable. Le projet ne va plus être bancable. Et le rôle d'avocat, en réalité, c'est comment réussir à... Alors, prédire le futur, c'est pas possible, hein, sinon... Ça coûte plus cher. Voilà. Mais comment on va réussir à structurer la chose pour, 1, aller vite, 2, bien défendre les intérêts de nos clients, que ce soit côté État ou que ce soit côté sponsor ou même côté banque, et comment on va réussir à se sortir en fait d'un projet qui n'est plus bancable. Et donc en fait, ça nécessite, c'est des va-et-vient constants. C'est des va-et-vient constants. C'est une connaissance intime de l'industrie. L'économie, c'est des cycles. Ouais. Tu sais, dans l'immobilier, je veux dire, partout, il y a des cycles. Donc, savoir anticiper le cycle, toujours parler avec l'industrie, avec des professionnels de l'industrie, toujours se tenir, tu vois, toujours être à l'avant-garde, toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Donc oui, le métier d'avocat, il ne va pas changer. Il va changer avec la technologie, on va en parler, j'imagine, aujourd'hui, mais il ne va pas changer qu'à la base et à la fin de la journée, nos clients ont signé un contrat qui va créer des droits et des obligations pour les parties. Et ça ne va pas changer. Je ne pense pas que le droit va... Non, il va pas... Oui. Voilà. Mais... C'est l'agilité qui va falloir garder. L'agilité et le métier et le conseil qu'on va donner, ça, par contre, si tu continues à faire du droit traditionnel et que tu n'as pas cette lecture, cette intelligence émotionnelle, comment mettre à profit aussi ton réseau et tout ça, tu vas pas survivre. C'est une des parties où je l'ai vu moi perso ces 10 dernières années, ça a énormément changé. Je faisais l'analogie au départ en disant t'es plus fort qu'une ambassade, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait une analyse un petit peu plus haut niveau, tu vois la Chine avec le cobalt, le Qatar avec le PSG, Taïwan avec les microprocesseurs ou les US. Avant, la diplomatie passait par des pays, par des ambassades et par l'armée. Et on a encore des pays qui font que ça, comme la France a choisi de garder la diplomatie séparée du business. Ouais. Et on en a d'autres qui font énormément de business, mais qui ont vachement plus de pouvoir. Et en fait, au final, tu te retrouves avec certains... tu as des deals, par exemple, comme tu as cité, où des fois, en fait, un pays qui va acquérir en fait, une mine ou autre, en fait, d'un coup, va avoir une puissance de frappe d'un point de vue diplomatique beaucoup plus impactant qu'en fait une armée ou même une guerre. Donc, tu te retrouves en fait aussi au milieu d'ego de temps en temps dans la pièce. Comment tu fais pour gérer ça ? Parce que je l'ai vu dans le monde des M&A, mais entreprise, il y a des fois où tu te dis, en fait, ça tient à rien, quoi. Ça tient à rien quand tu as 2 décideurs qui vont se prendre la tête sur... Moi, ça m'est arrivé, ça allait pas casser le deal. J'ai vu 2 personnes, il y en avait un qui était Real et l'autre Barça. Mais tu vois, ils ont commencé à parler de foot, mais sauf que c'était des vrais. Faut jamais parler de foot. Ouais, et tu vois le truc où tu te dis, ça n'a pas capoté, mais tu te dis, je crois que tout va capoter. Parce que là, ils vont pas s'entendre tous les deux. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça ? Écoute, c'est une excellente question. Alors, déjà, je ne pense pas qu'on se
soustrait ou qu'on remplace les ambassades ou les services économiques des ambassades ou des affaires étrangères. C'est pas ce que je dis. Oui, non, C'est non, pas ce que je dis. non, absolument. Je pense que tu peux avoir beaucoup plus de pouvoir. Le business peut avoir beaucoup plus de pouvoir. Moi, je pense que c'est complémentaire. Tu sais, il y a un conseil un de mes anciens collègues, un de mes anciens boss m'avait inculqué, qui est un ancien ambassadeur du Canada dans les grandes capitales de ce monde. À chaque fois qu'on faisait un voyage quelque part, on commençait toujours par rencontrer l'ambassadeur du Canada. Alors, évidemment, on était reçu parce que du fait de sa stature et du fait de son passé et tout ça. Mais la première chose, c'était, on va à l'ambassade, on comprend un petit peu quelles sont les dynamiques. Est-ce qu'il y a des élections bientôt? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'intelligence économique? Donc, tu vois comment on faisait J'ai déjà été dans des situations où ton client va te dire, bah, écoute, je connais un avocat au Pakistan. Bon, Pakistan, l'Inde, c'est pas très loin. Bah, prends l'avocat que je connais au Pakistan pour faire le deal en Inde. Ou vice-versa. Enfin, je pourrais parler de Maroc-Algérie, je pourrais parler de... Il y en a plein. Mais tu sais, il y a des pays comme ça où non. Ou même Canada, États-Unis. Donc, tu as des gens qui, d'un point de vue géopolitique, sensibilité culturelle et tout ça, mais alors, on revient de très très loin, quoi, tu vois. Et c'est vrai que les ambassades, les services économiques peuvent nous donner... Enfin, il y a des fois des choses qui sont du bon sens. Mais des fois, si on rentre un peu plus dans le détail... Ils vont nous donner des bonnes informations. Peuvent nous donner des bonnes Bien informations. Sûr. Et je te donne un autre exemple. Un jour, je faisais un projet en Mauritanie. On devait... en fait, c'était un projet dans le gaz. Et on devait engager un avocat local. L'avocat local que j'avais en tête, c'est un ancien bâtonnier qui s'était présenté aux dernières élections et qui avait perdu. Est-ce que tu penses vraiment que ça va aider mon client d'avoir l'ancien opposant, tu vois, et de le mettre devant le président? Mais tu vois, mais ça, c'est des informations que les services économiques de l'ambassade, tu vois, sont sur place, ou les services politiques sont sur place et peuvent te donner cette intelligence d'affaires-là. Donc moi, je le vois plutôt comme il y a une complémentarité. Et le bon avocat d'affaires va être celui qui va justement se servir de toutes ces complémentarités et aller chercher la bonne information au bon endroit. Et finalement, il y a une recette. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de recette. Il y a une recette. On ne rentre pas dans un pays sans faire certaines étapes. On ne conseille pas un client sans commencer par certaines étapes. Sans avoir en réalité une matrice de risques qu'on va appliquer au projet. Que ça soit dans le gaz, dans les mines, dans l'énergie ou même dans d'autres secteurs d'activité. Maintenant, celui qui va réussir ou celle qui va réussir à se démarquer en tant qu'avocat, c'est justement la personne qui va faire tous ces l'extra mile, tu sais, pour aller chercher cette information. Et au final, parce que l'information, c'est une chose, mais après, t'en fais quoi de cette information? L'information, c'est data is the new oil. Mais après, une fois que tu l'as, le data, tu fais quoi? Oui, tu fais quoi? Oui, est-ce que tu sais quelle sensibilité au foot il a, ce ministre? Est-ce que tu sais comment tu vas aborder, à quelle heure il va falloir y aller? Moi, il y a des pays, tu rentres pas en salle avec les ministres avant 11h le soir. Ça se passe le soir. Ouais, c'est culturel. C'est culturel. Ça se passe le soir. Il faut d'abord parler de je ne sais combien de choses pour ensuite, éventuellement, réussir à la placer. Et ça va durer 5 minutes. Si tu sais que le Conseil des ministres a lieu le jeudi, tu vas pas le voir le mercredi soir en général. Il est pris et tu vas pas le voir le jeudi non plus. Donc, il y a un timing. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, que, par exemple, l'IA ne va jamais remplacer. Ça va remplacer le drafting. Ça va te donner des idées sur des fallback positions sur tes deals. Ça va te donner tu sais, la pyramide avant où tu as le partenaire, quelques mid-level, des avocats et 30 stagiaires. La pyramide, je pense qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est un genre de losange. Ou cercle. Ou cercle, peut-être. L'IA l'IA est déjà en train de changer le métier. Mais il y a des choses qui ne vont jamais changer. Cette espèce d'empathie, cette espèce de savoir exactement quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller, et surtout y aller. Surtout y aller. Moi, je parlais ce matin avec un copain qui fait du droit immobilier à Montréal. Il me dit, mais pourquoi tu as besoin d'y aller la semaine prochaine? Pourquoi tu voyages encore? Je dis, mais parce qu'on n'arrivera jamais à faire le deal si on n'est pas dans la même salle. Déjà, juste quand tu as cette multitude de parties prenantes. Tu as des Chinois,
tu as des Américains, tu as des Canadiens, tu as des Australiens. Déjà, juste en termes de time zone, comment tu peux pour avoir un vrai 12 heures, 14 heures, 15 heures de travail? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut être dans la même salle. Et quand tu es dans la même salle, comment tu peux faire capoter un deal? Tu as des égos, tu as de la fatigue. Des fois, tu en as marre. Des fois, nous, tu sais, quand je suis côté État, on est en mode vous parlez avec vos décideurs et on veut la réponse demain matin. Mais la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça. Et comment tu fais quand tu as notamment tu sais, cet aspect, la guerre de la fatigue? Ouais. Comment tu fais pour la gérer? Ah, Tu c'est sais, pour pas compliqué. que le deal capote. C'est compliqué. Tu arrives à la 300e page, à dire que la virgule, et il y a un moment, tu sais, il y en a, il dit ah, vous savez quoi, on arrête, c'est bon, je suis fatigué. C'est compliqué et c'est pour ça que il faut. Je pense que c'est l'expérience qui parle. L'expérience qui parle, comment réussir à prendre les gens en face de toi à contre-pied, comment jouer justement dans les temps longs, dans les temps courts, comment balancer une bombe atomique, tu vois, à un moment donné, puis ensuite back-up, et tu sais, des fois il faut feinter un peu, des fois il faut... Bon. Et des fois, tu as des situations, moi je me souviens on négociait dans un deal, il était 7h du matin, c'était tendu, ils allaient nous servir au petit déjeuner, tu sais, les mêmes œufs dégueulasses, et tu sais, parce qu'on était vraiment dans un endroit, mais alors horrible. Et à un moment donné, tu as le ministre, tu sais, qui me regarde et qui me dit j'en ai marre, j'étais côté État, qui ouvre son ordi, tu vois, et qui met We Are the Champion, tu sais, qui met la musique. On est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, ça a fait rigoler tout le monde. Ça a détendu l'atmosphère. Ouais. Et il était là. Et le pire, c'est qu'il chantait. Mais il chantait avec son accent, tu sais. Oui, We Are the Champion, tu sais. Mais pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il adore. C'était sa musique préférée, je sais pas. Et d'un coup comme ça. D'un coup comme ça. Et là, on est là, on se regarde, tu sais. Et là, c'est... Mais tu sais quoi, ça a détendu tout le monde. On s'est tous levés, on a fait tous des blagues sur le petit déjeuner pourri qu'on n'en pouvait plus de manger, tu sais, depuis 10 jours. Il y avait des gars qui avaient chopé la tourista. Il y avait même un gars qui avait chopé le palu pendant le... Mais c'est plus un deal, là. Écoute, les expériences personnelles que j'ai vécues, d'intensité, Écoute, je me souviens encore, c'était dans un autre deal. À un moment donné, ça faisait 3 semaines qu'on était là sur place. On n'en pouvait plus. J'étais côté État. Et là, tu as le Premier ministre qui dit, ou le ministre des Mines, je ne me souviens plus qui, ou quelqu'un en tout cas à la présidence, qui dit, vous savez quoi? On va aller continuer les négociations dans un village de vacances. Dans la brousse. Ok, on parle d'un pays militaire où il y a eu un coup d'État il y a pas si longtemps. Bon, on va aller dans la brousse. Ok, très bien. Là, on arrive. Bon, déjà, il n'y a pas des chambres pour tout le monde. Donc là, évidemment, les derniers à être arrivés, c'était les Chinois, les partenaires chinois. Et donc là, les mecs, ils pensent vraiment que c'est on purpose, quoi. Tu vois, que c'était vraiment... qu'ils ont fait exprès, quoi. Tu vois, donc déjà... On avait une bonne dynamique. Là, la dynamique, tu sais, là, les gens, ils commencent à être parano. Mais comment ça se fait que, tu vois, nous, on n'a pas de chambre. Du coup, ils les envoient dans un... Et puis, tu sais, dans la brousse... Mais quand je te parle de la brousse, c'est vraiment la brousse. Je fais pas d'exagération. T'as pas... Tu sais, c'est pas comme ici, à Dubaï, où s'il n'y a pas d'espace ici, il y a d'espace dans un autre hôtel. Non, là, il n'y avait pas. Donc, la seule possibilité, c'était de les loger dans un autre endroit. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne vient pas. Si c'est comme ça, on rentre dans la capitale. Et on arrive, premier jour de négo, pardon. Deuxième jour de négo. Deuxième jour, je me réveille le matin. J'ai mon corps qui est tout rouge, avec plein de boutons. Ça. Mon lit était infesté de punaises de lit. Oh non, oh là là. Donc, tu sais... Et puis là, j'étais en mode panique, quoi, tu vois. Et donc, tu pars... Mais t'as pas le choix. Tu continues, tu mets de la crème. Mais tu sais, t'as des histoires mais complètement rocambolesques. Mais après, récemment, j'ai revu les gars avec qui je négociais, et puis on en rigolait, quoi, tu vois. Oui, ça reste. On en rigolait, mais c'est voilà. Donc, des fois, t'as même des choses que tu vas essayer de faire, et en fait, ça a l'effet complètement inverse. Inverse, ouais. Complètement. Donc, en fait, lui, son objectif, c'était de créer un climat prospère aux négociations. Ah, je te jure, des fois, tu vides ces choses, puis... Enfin, bref. Alors, la question que je vais te poser, c'est quoi la différence entre tu vois, Canada, Europe, Middle East, Afrique? Tu vois, dans la gestion... À part les hôtels.
Écoute, dans la gestion, c'est Et que... dans le négo, tu vois, dans tout, quoi. C'est une très bonne question. Et je pense que, par exemple, si tu prends la différence entre le Middle East et le Canada, l'Europe ou les États-Unis, c'est que dans un endroit, c'est des États-visions. Saoudi, tu as la vision 2030. Tu as une vision qui vient de tout en haut. Et ensuite, on implémente, on déroule, on sait exactement où on va. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'échéance électorale. Y a pas de... Je dis pas qu'il faut pas faire des élections, on peut parler aussi de la démocratie, non. on peut parler ça, c'est un autre sujet qui pourrait être même très très intéressant à aborder. Mais je dis juste qu'il y a un état-vision. Donc tu peux appliquer pendant 10-15 ans. Le pays va aller dans une région ou dans un pays, ils vont faire un G2G, un government to government. Ils vont dire, bon ben très bien, en échange de ça, vous nous donnez ça, et là ensuite on déroule. Est-ce que le droit est vraiment important ? Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Et tu vois, là, par rapport à ce que tu dis, c'est très important et j'aime bien comment tu as résumé. C'est des états-visions. Des états-visions, ouais. Il y a un truc qui m'insupporte au plus haut point depuis des années, c'est la vision de cette région vue d'Europe de gens qui ne sont jamais venus ou qui regardent la télé. Ah ouais. Ils sont encore en mode le JCC, Émirats, Qatar, Arabie Saoudite. Tu sais, au truc de Dubaï, c'est les ultra riches et puis les influenceurs. L'Arabie Saoudite, c'est les Bédouins, mais ils ont juste du gaz. Et puis le Qatar, c'est pareil, quoi. C'est le PSG. À la limite, ça, c'est très bien, pourquoi pas. Mais tu vois, ils mettent une verticalité et ils ne voient pas qu'en fait, il y a une stratégie qui est totalement différente, qui n'a strictement rien à voir, mais qui sont loin devant, vraiment loin. C'est pour ça que c'était ta vision résume bien. Oui, complètement. Après, tu sais, depuis tout le temps, il y a toujours eu des préjugés, des biais, qui peuvent être, bien sûr, qui peuvent s'expliquer de plusieurs façons. Mais c'est vrai que la façon de ces États, en tout cas, d'aborder l'économie, d'aborder leur développement, d'aborder... C'est plus souveraineté. Oui, et puis tu sais, dans certains pays, le contrat, ça va être le contrat. Dans d'autres pays, le contrat, c'est un projet de société. Et en réalité, ce qu'on va signer va dicter ce qui va se passer dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. Quand je disais tout à l'heure, ou je ne sais pas si je le disais, mais qu'à Riyad, dans un bureau à Riyad, on peut décider de l'électrification de je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes dans un pays émergent. Je vais arrêter de dire l'Afrique parce que c'est un peu... L'Afrique, c'est 54 pays. Ça m'insupporte aussi quand on parle d'Afrique. 54 pays, 54 différents, 54... Enfin bref. C'est un vrai continent, lui tout seul. Absolument. Et donc, si tu veux, c'est deux approches qui vont être complètement différentes. Le droit, il va être important, mais il ne va pas être ce qui va dicter, ou le droit ne va pas être la locomotive. Le droit va venir, c'est un wagon qui va se rattacher. Enfin, je veux pas réduire mon métier. Mais d'abord et avant tout, il va y avoir une vision, il va y avoir une stratégie. Il va y avoir beaucoup de négociations, et c'est là où l'élément humain est essentiel. Et les avocats vont faire partie, parce que tu sais, qu'on le veuille ou pas, dans l'inconscient un petit peu des gens, tu sais, ça rassure. Tu sais, l'avocat, c'est un peu le gendre idéal, c'est un peu celui qu'on trust, celui qu'on lui fait confiance, il a toujours... Mais je pense qu'on nous on vous prête des super pouvoirs. On n'a pas les super pouvoirs. On n'est pas des super-héros. Les avocats, non, c'est des super-héros comme les X-Men. Il y a les gentils, il y a les méchants. Ouais, peut-être. C'est-à-dire que quand tu as l'avocat en face, tu te dis attention, lui, il est très, très vicieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Écoute, moi, j'ai déjà rencontré des gens vicieux, mais c'est pas ça la question. Mais je te dirais que on a tu sais, c'est... En tout cas... Les super pouvoirs. Tu sais, je me souviens, il y a un classement, tu sais, au Canada chaque année, comment sont perçus les gens, quoi. Tu sais, les sapeurs-pompiers, les médecins, les trucs. Tu sais, c'est vraiment les héros de la société. Tu sais, les avocats, ils sont plutôt dans le. ils sont avant ou après les croque-morts. Ils sont, je pense, après les plombiers, après les lobbyistes. Après, tu sais, on est vraiment dans le. Donc, mais pour en revenir à ce que tu as dit, des biais et des préjugés, il y en a. Mais après, il y a une réalité des faits. Il y a une réalité des faits
Oui, il faut Aujourd'hui, coucher les tout ça fonds sur souverains papier. qui prennent les plus gros tickets, c'est des fonds souverains de la région. Et si tu as envie de travailler sur des deals ultra sophistiqués, avec un impact, il y a je ne sais combien de composantes, tu vois, dans le deal, pas que tu vas travailler en Europe ou à partir de l'Europe. Tu sais, il y a combien d'amis que j'ai sont basés à Paris, à Londres Bien ou à sûr, New oui, oui. York et travaillent aussi dans les pays émergents. C'est pas ça la question. Mais ils n'ont pas ce bonheur et ce plaisir d'être à côté d'un cher Ouais. et en fait le deal est en train de se décider dans un majlis, quoi, tu vois, à 2 heures du matin entre deux thés trop sucrés et le mec il se dit, tu sais quoi, on va aller On là-bas. va aller le D'accord, faire. mais on fait... Ouais, voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que la dynamique est complètement... Elle est différente. Elle est différente, mais d'un autre côté, il y a aussi un effet boomerang. Le deal, il peut aussi capoter aussi Dans l'autre en sens, fonction de... exactement, Voilà. parce que le thé était pas bon, Ouais. pas assez sucré. On Peut-être. caricature. Mais en fait, c'est quoi? C'est la différence que tu vas voir entre la confiance et le contrat. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe... Qu'est-ce c'est qui plus- vient avant, en ouais, fait ouais, qu'est-ce qui vient avant? Et l'Europe est plus une dominance de contrat. Je sais que j'ai déjà dealé avec des Allemands et des Norvégiens. Ouais. Il n'y a pas de lien personnel. Et j'étais avec des Marocains. Il y en a peut-être moins, c'est Il vrai. n'y a pas, tu vois, quand Ouais. tu arrives en réunion en Allemagne, à 9h, on arrive à 9h02, parce que j'avais un client marocain qui voulait finir sa cigarette, et que la personne elle dit « Vous êtes un peu en retard ». Ouais. Tu sais, tu as déjà le biais cognitif de... En fait, il n'y a que 2 minutes. Mais moi, enfin, j'étais en mode, bon, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, on s'assoit, je me rappelle, ça m'avait perturbé. Et mon client marocain l'avait très mal pris. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, il démarre, on n'a eu ni café, ni eau. Tu vois, en fait, on s'est senti très mal reçu. Et il démarre directement par le problème. Ouais. Et en fait, il y a un moment, je lui ai dit, mais tu sais, moi, quand j'invite des gens chez moi, le respect, c'est au moins de leur proposer un verre d'eau. Ouais. Sa réponse a été, t'as soif? C'est-à-dire que pour lui, tu vois, il était en mode de, si t'as soif, je te donne de l'eau, mais... Il fallait boire avant. Et l'autre était super tendu. Ah ouais, Et je ouais. me suis dit, ça va être mais Ouais. catastrophique. Ouais, alors écoute, je pense n'avoir... j'ai jamais fait de deal en Allemagne, donc je pourrais pas te C'est dire. particulier. Ouais, écoute, c'est... Enfin, chaque pays a Ouais. ses particularités. Non, absolument, C'est, absolument. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette logique d'État-vision, je pense que c'est ça qui fait la grosse différence dans la région par rapport à... Tu sais, par exemple, à un moment donné, l'Arabie Saoudite s'est réveillée. On a vu, ils ne souhaitent plus nécessairement être sous l'emprise de la dépendance du pétrole. Puis là, pour revenir au milieu des milles, ils ont mis 160 milliards dans un véhicule d'investissement qui est une JV entre PIF et une autre société. Et dans les 3 ou les 4 mois suivant la constitution de la boîte, ils avaient déjà pris 10% d'une des plus grandes sociétés de minières dans le monde. Donc et ça va vite. Ça va vite. Ouais, c'est et donc, très, voilà. Et une question, parce que le temps file, sur l'Afrique. Oui. Parce que moi, l'Afrique, c'est un sujet qui me passionne. Et j'avais lu une analyse, c'était un fonds que j'avais rencontré qui a dit, moi j'ai une stratégie 100% hémisphère sud. Oui. Je lui ai dit pourquoi. Et en fait, son analyse, il avait dit, l'hémisphère nord est l'hémisphère le plus vieillissant. C'est-à-dire qu'en fait, D'accord. dans les 10-15 prochaines années, les gens vont vieillir de plus en plus. L'hémisphère sud, donc Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, est le plus jeune. Et l'Afrique est, notamment, je crois que la moyenne d'âge sur les 54 pays, je crois qu'elle est 30 ans. Donc en fait, les consommateurs de demain vont être là-bas, mais aussi les inventeurs de demain vont être là-bas. Donc ils ont une stratégie d'y aller. Maintenant, sur l'Afrique, il y a une vraie perception, tu sais, où dès que tu vas en parler, notamment en Europe, tu sais, c'est la zone à risque. Comment c'est perçu, toi, dans ton domaine? Écoute, on ne peut jamais dérisquer un projet complètement. Et une zone à risque, je veux dire, c'est vrai. Après, est-ce que je me sens plus en sécurité à Abidjan ou à Paris? Non, je parlais en zone à risque de business. Hein. Ah, en zone à risque Non, de business, pas de- d'accord. non, Pas de risque, ok. Non, en sécurité, enfin l'Afrique, D'accord. honnêtement... Ça dépend des pays, encore une fois, mais écoute, le risque, il est là, mais comme on dit, high risk, high rewards aussi, tu vois, donc plus tu prends... Je veux dire, faire des projets avec un retour sur l'investissement élevé, c'est aussi... Oui, il faut une zone d'incertitude. Oui, il y a Plus une zone élevé que- d'incertitude. Après, le risque, il est là. On va pas se mentir, le risque, il est là. Mais notre métier, justement, c'est d'essayer de le cadrer le maximum, au maximum. C'est d'essayer de mitiger au maximum. Mais tu as tout à fait raison. Puis on parle même pas de risque de risque de sécurité, mais juste le risque de dévaluation de la monnaie, par exemple.
Le risque Ouais. de... C'est des risques qu'en Europe, T'as pas forcément. voilà. Le risque d'approvisionnement en carburant ou en gaz, parce que ton projet va nécessiter du gaz. Le risque d'intempéries ou de catastrophes naturelles, c'est un risque aussi qu'il faut factoriser. Donc, si tu veux, il y a Il y a notre beaucoup de potentiel, il y a énormément de choses à faire, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part de risque. Mais en tout cas, il y a un truc où je voulais te remercier parce que c'est en discutant avec des gens comme toi qu'on a une autre perception de l'Afrique. Et c'est vrai que c'est cette perception-là qui, des fois, est très agaçante. Tu sais, où ça met une verticalité. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a des super compétences en Afrique. Ah oui, Comme tu l'as dit, complètement. il y a une richesse culturelle impressionnante et c'est grâce à des gens comme toi où les gens se rendent compte qu'en fait, ouais, c'est pas forcément ce que je perçois. Ouais, bah merci, merci beaucoup. Je pense que pour faire ce métier, il faut d'abord avoir la passion. Moi, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'inspirent, les avocats et les avocates qui m'inspirent, que j'ai rencontrés dans cette région du monde, c'est des gens au-delà du droit. Le droit se terminerait, qu'ils continueraient à faire du business dans cette région, quoi, tu vois. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont passionnés par l'humain, qui sont passionnés par... Tu sais, ça fait un peu niais peut-être de dire ça, mais par le développement, même si j'aime et j'aime pas ce mot, mais qui sont convaincus, tu vois, qu'on peut avoir une différence, qu'on peut faire une différence. Ouais, c'est un vrai point commun que tu Quand vois, tu inaugures une centrale électrique et que tu sais que ça va changer la vie il y a un vrai impact. il y a un vrai impact. Pas qu'il n'y ait pas un vrai impact en Europe aussi. Je veux dire, quand on coupe le pipeline entre la Russie et l'Allemagne ou la France, il y a un vrai impact malheureusement Ouais. aussi sur beaucoup de gens qui n'auront peut-être pas de quoi se chauffer, où il va y avoir des manques. Mais je sais pas, Non, se sentir, c'est l'utilité. c'est Tu fais un travail où tu l'utilité. dis, je me sens utile, j'ai pu améliorer un peu à mon niveau. Complètement. Complètement. C'est ce que ma fille C'est avoir m'avait un dit. impact, ouais. Ma fille m'avait dit ça il y a longtemps. Elle travaille dans la sécurité. Et puis, je lui avais montré ce qu'on avait fait. Et puis, elle va à l'école. Et puis, je lui avais dit, bah, en fait, tu vois, on met des systèmes de sécurité, mais en fait, c'est pour arrêter les méchants. Et puis aussi, bah, tu sais, que les gentils soient tranquilles, quoi. Et elle va voir ses copines à l'école, tu vois, le lundi matin. Et elle leur a dit, bah, elle avait 3 ans et demi, 4 ans. Hein. Elle leur a dit, ouais, papa, il a des super pouvoirs. C'est un super héros. Puis les petites, elles me regardent, j'ai pas du tout le look du super-héros. Elle dit, bah non. Elle regarde, non, mais en fait, il a pas de super-pouvoir. Mais c'est un super-héros. Tu vois ça, tu sais, c'est le truc où tu te dis, ça c'est cool, j'ai participé un peu à une vraie valeur, à une petite utilité. Ah oui, non, Donc je te complètement. comprends parfaitement sur ces sujets-là. Complètement. Moi, tu me demandais au début de notre échange pourquoi je suis allé dans le droit. C'est parce que j'avais l'impression, en tout cas, que modestement, j'allais pouvoir avoir un plus gros impact. Un impact sur la vie des gens, un impact sur le développement de pays, un impact sur faire en sorte que les choses changent, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas que avec le droit, évidemment, Oui. qu'on peut le faire. On peut le Il y a faire plein de manières. il y a plein de manières. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression, quand je me lève le matin, quand je négocie, quand les nuits sont difficiles, quand t'as pas toujours, parce que c'est pas toujours glamour, hein, je sais. Mais au moins, j'ai l'impression que voilà, tu contribues il y a un côté un peu idéologique, quoi, tu vois, derrière. Mais Ouais, dans voilà. le, Mais, enfin, dans le sens noble du terme. Ouais, je vois tout à fait, ouais. Ouais. Et ça, c'est plutôt agréable. Youssef, merci beaucoup. Merci à toi. Déjà fini. Et ouais, c'est fini malheureusement. J'aurais Ok. aimé continuer la discussion avec toi. Je te remercie beaucoup pour Merci, l'échange, Néophèle, pour ta merci générosité comme d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, on t'appelle aussi Nokia Connecting People. C'est vrai. Mais vraiment un super échange. J'ai appris plein de trucs grâce à toi. Merci beaucoup, Néophèle, et à très bientôt. À très bientôt mon ami. Merci.